suis parvenu à résoudre. Alors, dans quelques instants, on va démarrer. On va démarrer pour ce direct que j'ai promis depuis 2 jours maintenant. Donc, on va attendre juste quelques minutes, le temps que tout le monde nous retrouve, que tous les abonnés, tous les Camerounais, Camerounaises, les frères africains nous retrouvent afin qu'on aborde ce jour le sujet qui défraie la chronique en ce moment au Cameroun. Comme vous avez pu le remarquer, il y a une actualité qui a détrôné la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. C'est l'actualité concernant un certain Bobda, qui est, à mon sens, le plus grand violeur de toute l'histoire du Cameroun. Et c'est pendant des années, je crois, quand on lit les commentaires, les témoignages, quand on lit les différents témoignages, on se rend compte que la période à laquelle il a excellé, ça s'établit sur une vingtaine d'années. Donc, il y a tout naturellement des questions qu'on se pose. Comment se fait-il que pendant une vingtaine d'années, un individu a pu commettre des atrocités immondes sans jamais faire l'objet, n'est-ce pas, d'une interpellation? Alors, on va attendre quelques minutes encore pour que tout le monde soit connecté et on va lancer. Alors, une fois de plus, soyez les bienvenus. Je suis très très content d'être là. À la fois, je suis content, à la fois, je suis triste. Triste parce que le sujet sur lequel je suis impliqué maintenant depuis 4 jours m'a permis de découvrir à quel point l'être humain était mauvais, à quel point l'être humain pouvait atteindre des sommets inimaginables dans l'ignominie. Alors, le sujet de ce jour, c'est Bobda. Mais qui est Bobda? Beaucoup de personnes qui m'écrivent, les Ouest-Africains, les Ivoiriens, les Congolais, les Gabonais, à chaque fois ils me demandent, mais qui est ce Bobda? On n'en avait jamais entendu parler. Est-ce que c'est une star? Est-ce que c'est une célébrité? Est-ce que c'est un homme politicien? Mais qui est-il? Ici où nous vivons, il y a des médias qui relaient cette affaire il y a un certain Bobda au Cameroun qui sème la terreur, qui sème la pagaille. Donc, et à chaque fois, je ne sais pas exactement quoi dire. Pour la simple raison que c'est un dossier que je maîtrise. Parce que j'ai eu la chance ou la malchance d'être proche, d'avoir une connaissance qui a fait ses études avec M. Bobda en classe de 4e. Et cette personne décrit M. Bobda à cette époque comme quelqu'un de sans histoire. M. Bobda, il faut déjà le rappeler, c'est le fils du patron de Afrique Construction qui était décédé. Donc c'était son fils, c'est son fils. Et M. Bobda est décrit comme quelqu'un de sans histoire. Pardon, sans histoire, quelqu'un de sans histoire qui à l'école à l'époque n'avait jamais commis du tort à qui que ce soit. Et on retenait de lui quelqu'un de très propre quand il venait à l'école. Ses vêtements étaient toujours bien repassés, toujours bien propres. Et à l'école, on se moquait de lui à cause de ses oreilles. On se moquait de lui à cause de la forme de ses oreilles. Et il y avait un enseignant à l'époque qui aimait beaucoup le taquiner. Il avait des surnoms. Il y a un surnom qu'il avait, c'était le directeur de faute parce qu'il était très mauvais en orthographe. C'est quelqu'un qui avait des problèmes d'articulation, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de s'exprimer. Et je ne sais pas si vous avez écouté les différents voices qui ont été publiés sur cette page hier. Vous voyez que c'est quelqu'un il ne parvient pas, en fait, je ne sais pas si c'est lorsqu'il est en colère, il a du mal à construire des phrases, en fait. Il a du mal à construire des phrases. Et
ça rejoint peut-être ce que cette source me dit. C'est quelqu'un à l'école qui avait du mal à s'exprimer, qui faisait des fautes d'orthographe, et le professeur l'avait surnommé le directeur des fautes. Et on l'insultait aussi beaucoup avec ses oreilles à cause de la forme de ses oreilles. Donc, jamais, cette personne me dit que jamais à l'école, jamais, personne n'a jamais été témoin d'une violence, d'un acte de violence qu'avait commis Bobda. Jamais de la vie. Jamais. C'est quelqu'un qui était parfois timide, parfois réservé, mais jamais n'a été violent à l'école. Et une autre source aussi, par contre, une source qui est proche de la famille, décrit Bobda comme quelqu'un qui était détesté par son père. Pour bien comprendre le personnage Bobda, il faut savoir que son père, c'est-à-dire que les atrocités que Bobda commet aujourd'hui, remontent à son père. Il y a son père, comme tantôt je l'ai dit, qui était le patron de Afrique Construction, une très grande quincaillerie au Cameroun, etc., avait des employés qui battaient, qui frappaient. J'ai eu à discuter avec quelques employés qui à l'époque étaient embauchés par le père Bobda, qui décrivaient quelqu'un de colérique, de ultra violent et de sadique. Il y a des jours où, et lui aussi le père de Bobda, il se promenait avec un flingue à la ceinture. Plusieurs fois, sur les lieux du travail, il a tabassé des employés parce que tel employé l'accusait d'avoir couché avec son épouse. Et ce que ces employés me témoignent, c'était des faits avérés. Le père de Bobda entretenait des relations sexuelles avec ses employés, pardon, avec les femmes de ses employés. Et quand les employés découvraient cela, venaient lui demander des comptes, mais comment ça se passe? Ce qu'il faisait, c'est qu'il séquestrait ses employés dans son bureau, qu'il tabassait. Il y a d'ailleurs ce témoignage que j'ai reçu du père de Bobda, qui, un jour, il y a un employé, et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, et il était tellement fou de colère qu'il a convoqué l'employé dans son bureau. Et quand il a convoqué l'employé dans le bureau, il a exigé à l'employé de se mettre à poil, de se mettre tout nu, et il a sorti un flingue qu'il a braqué sur les parties génitales de cet employé en disant « Si jamais tu t'avises à reproduire ce que tu as fait, je t'abats et je te tire sur les testicules. » C'est des témoignages de certains de ces employés que j'ai eu. Et il y a aussi une anecdote selon laquelle Fosso Vitor, l'industriel qui était décédé, avait eu à gifler le père de Bobda à Banjoun. Donc c'est quelqu'un, en fait, c'est une famille, si vous voulez, qui partout où elle est passée, elle a une réputation de violence, en fait. Il y a eu toujours de la violence. Et cette personne qui est proche de la famille me dit également que le père de Bobda n'avait aucun amour pour Bobda. Il détestait Bobda. Pourtant, à cette époque-là, Bobda, c'était pas quelqu'un de... C'était pas un délinquant, en fait. Vous savez, ce type, les enfants qu'on a aujourd'hui, qui sortent le soir, qui rentrent tard, qui sont impliqués dans pas mal de choses un peu martiales. Mais Bobda, c'était pas quelqu'un qui attirait les ennuis à la maison. Mais il y avait un manque, il était victime d'une sorte de manque d'amour de la part de son père, qui le traitait de bon à rien, etc. Pendant que les autres enfants, ses frères, ils n'avaient pas de problème. Et il y a un autre témoignage d'un coiffeur que je ne vais pas citer bien entendu, qui me dit que Bobda, une fois, avait des problèmes à la maison et il dormait même devant son salon de coiffure. Et à chaque fois qu'il arrivait là-bas, les clients remarquaient Bobda. Je disais que mais ce n'est pas le fils du père qui a beaucoup d'argent, là, qui est riche, là, mais qu'est-ce qu'il fait ici tout le temps? Et les gens du salon de coiffure le chassaient, rentre chez vous, va chez vous. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui a... je ne suis pas un expert psychologique, mais je pense que on peut voir la genèse, en fait. La genèse de toute cette violence que plus tard, il a manifestée. Alors, quelle est l'origine de toute cette affaire? Qu'est-ce qui a conduit à la révélation de ce que je considère être le scandale de proxénétisme, de pédophilie, de viol, de toute l'histoire du Cameroun?
Vous savez, quelques mois plus tôt, il y avait un autre scandale qui avait éclaté du côté de Bafoussam. Bafoussam, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Il y avait un scandale qui avait éclaté de l'autre côté parce qu'il y avait un certain Capello qui était le patron d'un centre de formation de football qui, sur une trentaine d'années, a abusé de tous les jeunes joueurs, les jeunes joueurs qui passaient par son centre de formation. Et moi, j'étais convaincu que Capello, en fait, c'était le plus grand prédateur de l'histoire du Cameroun. Mais je peux vous assurer que j'ai ici environ plus de 1500 témoignages que je n'arrive pas à lire, que je n'arrive pas... tellement je suis saturé, ça vient de partout. Ça vient de partout. Et quand on lit ces témoignages, on retrouve les mêmes pratiques, les mêmes méthodes. En fait, le portrait du prédateur est omniprésent dans les témoignages en fait, qui reviennent. Donc, je disais tantôt que qu'est-ce qui est à l'origine de ce scandale? Alors, il y a de cela 3 jours, 4 jours, temps pour moi, 4 jours, il y a environ 9h, 9h30, lorsque je reçois un message anonyme. Alors, c'est une femme qui me dit que elle vient d'être agressée à Bonapriso. Bonapriso, c'est un quartier à Douala. Elle vient d'être agressée par un homme qui a sorti son arme, il a sorti son arme de sa ceinture et qui lui a pointé sur son visage, menaçant de l'abattre. Et elle s'est pris des gifles, et elle s'est violentée devant des gens qui ne sont pas intervenus. Donc, pour moi, en fait, c'était un fait divers ordinaire, comme tous les autres faits divers que je relaie quotidiennement, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Donc, elle me dit qu'elle est avec sa copine, elle est avec une amie. Elles attendent un taxi. Et il y a un véhicule qui sort de nulle part, qui vient couper la voie au taxi et s'arrête devant qu'elle. Et tout de suite, il y a un monsieur dans le véhicule qui dit « Oh, madame là-bas, donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. » Donc, elle, en fait, elle ne comprend pas cette approche qui est méprisante, en fait, qui est une approche qui est méprisante, qui est insultante. Donc, elle interpelle le monsieur en disant, mais quand on veut le numéro de quelqu'un, voilà, on essaie d'être courtois, on essaie d'être poli. Alors, l'homme en question qui est dans le véhicule, il se fâche, il s'emporte. Il sort du véhicule et il s'en prend à la femme en question, à la femme qui m'a contacté. Ah oui, mais tu es qui pour me parler comme ça? Et la femme aussi, elle ne se laisse pas faire, elle se défend. Et Bobda, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il gifle la femme. Il a giflé la femme. Et la femme, pour se défendre à nouveau, elle a trouvé une pierre, elle s'était saisie de la pierre, menaçant de détruire le pare-brise du véhicule. Et c'est en ce moment que Bobda, il sort l'arme de sa ceinture et il menace d'abattre la femme en pleine journée, c'est-à-dire le matin. Et une petite parenthèse, si vous me le permettez, sachez que la plupart des victimes de Bobda, la plupart des victimes, ça se passe en journée. Ça se passe en journée. Il y a très peu de victimes qui disent avoir été kidnappées, enlevées ou dans la nuit. Généralement, c'est dans la journée. Ça, il fallait que je fasse cette précision. Donc, la femme donc qui ne comprend pas, personne n'intervient. Bobda qui menace de la battre devant des gens. Et quand la femme se met donc à crier, à pleurer, il y a les bensikineurs, c'est-à-dire les conducteurs de moto-taxi, qui commencent à arriver, ça fait de l'attroupement. Et Bobda finit par se retirer dans son véhicule et prend la fuite. Et il y avait donc des vigiles dans ce coin, qui arrivent et qui disent à la femme que voilà, mais qu'est-ce qui se passe? La femme dit, écoutez, voilà, je me suis fait tabasser, voilà, par telle personne. On dit, ah, mais c'est le monsieur là qui était là. Mais nous, on le connaît, il s'appelle Bobda, c'est son travail de lundi à dimanche, tous les jours, c'est ce qu'il fait. Donc, c'est ainsi que ces vigiles-là lui ont fait parvenir une image, la photo de Bobda, qu'elle m'a transférée. Donc, quand j'ai reçu la photo, je ne savais pas qui c'était, je n'avais jamais entendu parler de Bobda. Je ne savais pas qui est Bobda. Donc, quand je reçois dans la photo de Bobda, je publie. Et voilà, je publie avec le texte que la dame m'envoie et publié tel que reçu. Donc, j'espère que dans l'opinion publique, il y a forcément quelqu'un qui va identifier l'assaillant pour qu'on puisse, le poursuivre, pour qu'on puisse l'identifier. Donc, quand je fais cette publication, les minutes qui suivent,
s'enchaînent des témoignages horribles et effroyables de femmes, d'hommes qui ont été sur une période entre 2004, 2005 jusqu'à nos jours victimes de cette même personne. Tout le monde est formel, tout le monde reconnaît son visage. Tout le monde reconnaît la même méthode. Quelqu'un qui est irascible, qui est extrêmement en colère, qui est extrêmement violent, qui a une certaine haine pour les femmes et qui a toujours ce réflexe de envoyer sa main sous sa ceinture pour sortir son âme. Donc, et là, jusqu'ici, je me dis que c'est quelqu'un... En fait, moi, je me dis que c'est un petit bandit, en fait. C'est un petit bandit qui peut-être qui a l'habitude de causer certaines choses à Douala. Mais sauf qu'il y a une succession, un flot de témoignages qui ne s'arrêtent pas jusqu'à cet instant dont je vous parle. Et ces différents témoignages ont permis de mettre la lumière sur ce qui se passe au Cameroun. Ces témoignages ont permis de voir à quel point notre pays est détruit, à quel point notre pays est pris en otage par des réseaux sataniques, par des réseaux sombres. Ces témoignages m'ont permis de voir à quel niveau, pourquoi est-ce que notre pays n'évolue pas en fait. Pourquoi est-ce que notre pays stagne à tous les niveaux? Parce que c'est un pays qui est gouverné par le diable et par le démon. Et ce sont des mots, les mots que je prononce sont des mots adéquats face à l'horreur dont je suis désormais directement témoin. Alors, vous avez lu beaucoup de témoignages et il y a un témoignage que jusqu'ici je n'ai pas relayé parce que le témoignage, le témoignage semble tellement surréaliste que je me suis dit que ça n'a pas de sens. Mais il s'est produit quelque chose, je crois, 2 jours après ce témoignage, lorsque j'ai vu la réaction de la nièce de M. Paul Biya, le président du Cameroun, Cathy Meba, qui a fait un post sur Facebook où elle disait que « Ah oui, mais j'ai entendu, il y a une affaire maintenant qui se passe, j'ai entendu qu'il y a un gars, Bobda, qui viole, qui fait ceci, cela. Pour l'instant, voilà, je n'étais pas sûr. Mais il y a l'une de mes filles qui est membre de mon association, qui est dans mon association, qui vient de me faire son témoignage. Ah, j'appelle le gouverneur du littoral, machin truc, à saisir les autorités, à attraper Bobda. » Mais quand j'ai vu la réaction de Cathy Meba, le lendemain, se rétracter, je me suis dit, est-ce que ce témoignage que jusqu'ici je n'ai pas relayé, est-ce que ce témoignage n'est pas vrai? Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme, qui fait la rencontre de Bobda dans les rues de Douala. Il faut savoir que Bobda, il est très sportif, donc de temps en temps, il fait du sport, il fait du footing, etc. Donc, Bobda le rencontre un jour par hasard dans les rues de Douala, et puis Bobda lui dit... voilà, vraiment, j'aime beaucoup les sportifs. Est-ce que tu fais du sport? Voilà. Et puis le gars lui dit que, ah oui, je suis même prof de sport. Donc, Bobda lui dit, bon, ça tombe bien, écoute, on peut très bien, j'aimerais bien de temps en temps, n'est-ce pas, faire partie de tes effectifs, etc. Il n'y a pas de problème. Il reste en contact. Dans les jours suivants, Bobda l'invite et lui dit, écoute, qu'est-ce que tu as fait? J'aimerais t'inviter à Yaoundé. Si ça ne te dit rien, on va là à Yaoundé. Et puis, donc, Bobda le convainc de le suivre pour qu'ils aillent à Yaoundé. Et je ne sais pas, le type qui accepte de suivre Bobda. Là, je vous parle de l'histoire que je n'ai pas relayée parce que cette histoire est tellement surréelle que je me suis dit, si je la publie, je serai ridicule en fait. Je serai ridicule. Donc, j'ai choisi de ne pas publier ces témoignages. Donc, le jeune garçon, il suit Bobda à Yaoundé. Bobda l'amène dans une résidence à Bastos, au quartier Bastos. Il faut savoir, pour nos frères africains étrangers qui nous suivent, Bastos, c'est un quartier très huppé de la ville de Yaoundé. Donc, ils vont à Bastos, dans une très grande résidence luxueuse qui appartiendrait à Bobda, selon ses dires. Et là-bas, Bobda commence à manifester, n'est-ce pas, des comportements assez déplacés. Donc, voilà, il ne comprend pas. Et voilà donc Bobda, il se retrouve, le gars en question, se retrouve dans la chambre où Bobda entre et lui demande de se courber qu'il veut le baiser. Je reprends les mots, les thèmes qui ont été employés par ce garçon.
Et ce garçon, il ne comprend pas en fait. Vous voyez, il ne comprend pas. Il dit, mais tu veux me baiser? Qu'est-ce que ça veut dire tu veux me baiser? Il dit, ah oui, mais tu sais, moi j'aime les gars costauds, bien musclés. Et puis voilà. Et vous savez, Bobda, c'est quelqu'un de costaud, il est balèze. Et d'après ce que ce gars me dit, il s'ensuit une confrontation physique dans la chambre. Bobda est armé et le gars ne parvient pas à s'échapper. Bobda, désormais, il est pris en otage par Bobda, qui lui dit que on va aller à la présidence de la République à Etoudi. Ça, c'est ce que Bobda lui dit. Donc, le gars ne croit pas en fait. Donc, c'est un bluffeur. On va étudier et puis donc, il ne comprend pas. Et ils sont partis. Ça, c'est ce que ce témoin me dit. Ils sont partis. Ils sont arrivés, c'est-à-dire sur la route du palais où se trouvent des contrôles, des contrôles de sécurité. Tout le monde donnait le café à Bobda. Là, c'est quelques éléments pour vous prouver, pour vous montrer à quel point ce monsieur est puissant. À quel point ce monsieur est intouchable au Cameroun. Et il me dit qu'ils sont allés jusqu'à la présidence de la République où ils ont rencontré un père. Là, ce sont ces mots. Ils ont rencontré un père qui a les cheveux gris. C'est ce qu'il m'a dit. Qui est-ce qui, à la présidence du Cameroun, a les cheveux gris? Je vous laisse deviner. Et après cette rencontre, il me dit qu'ils se sont rendus en Vormeka, où se trouve le village de Paul Biya. Et ils se sont rendus à la présidence, pardon, pas la présidence, dans le domicile, dans la résidence de M. Paul Biya. Ça, c'est ce que ce témoin me dit. Ils se sont rendus dans la résidence de M. Paul Biya, située en Vormeka. Là-bas, ils ont dîné, ils ont mangé, ils ont été reçus. Et qu'au cours de cette journée, au courant de cette journée, pardon, M. Bobda a violé une femme en Vormeka. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Ça, c'est ce qu'il me dit. Donc, quand il m'a raconté ce témoignage, et il me dit par la suite que voilà, après ils sont rentrés, et Bobda, une fois de plus, a essayé de le violer. Cette fois-ci, il y a eu un combat rude entre les deux, et il a réussi à s'échapper par la fenêtre. Ça, c'est ce qu'il me dit. Donc, ce témoignage, il est lunaire. Donc, personne ne croyait à ce témoignage. Franchement, si moi, je l'avais publié, je me serais senti ridicule. Comment se fait-il que Bobda, que personne ne connaît au Cameroun, se rend jusqu'à la présidence du Cameroun, où il y a des gens qui lui font le salut militaire, etc., etc., et où après, il se rend à la résidence privée de M. Paul Biya, dans son village Vormeka. Donc, quelques jours après ce témoignage, je vois donc Cathy Meba, la nièce de Paul Biya, qui dit « Ah oui, il s'est dit qu'il y a quelqu'un là, voilà, il viole les gens, et machin, machin, machin. » Vraiment, j'étais très sceptique sur cette histoire. Mais voici une fille qui est dans mon association, qui aussi déclare qu'elle a été victime de Bobda. Et elle revient le lendemain, elle se retracte. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez le lien. Elle revient le lendemain, elle se retracte. Alors, je vais poursuivre. Vous savez, dans les années 2010, 2011, 2012, 2000, à partir des années 2005 jusqu'à 2005-2006, Douala, c'était une ville très bouillante. Il y avait beaucoup de jeunes. À cette époque, je me rappelle très bien. On aimait partir dans les kermesses. On aimait fréquenter les boîtes de nuit, les discothèques. On aimait aller à la piscine. Et ce que vous ignorez, c'est que ces différents endroits à Douala, certainement aussi dans les autres villes du pays, étaient les repères de ce prédateur sexuel. Pourquoi est-ce que je le dis? Ils ont, Bobda, avec ses complices, ont infiltré tous les milieux au Cameroun. Les milieux du showbiz, ils y sont. Les milieux de concours de beauté. Et vous allez voir, par exemple, si vous revenez, n'est-ce pas, sur les publications précédentes que j'ai faites hier, vous verrez ces concours de beauté qui étaient organisés. Et à chaque fois, on vous demandait de prendre part, il y a tel concours qui est organisé, voilà, tu viens, voilà, tu prends part, on va faire de toi la star, on va faire de toi la miss. Et c'est lui et l'une des personnes, l'un des bras droits de Bobda, qui était chargé, n'est-ce pas, d'attirer les victimes, qui était chargé de se rendre dans ces milieux-là, pêcher les victimes, c'est un certain Xavier Abena. Alors, qui est Xavier Abena? Il faut savoir que Xavier Abena,
en 2018, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est qu'en 2018, il y a un haut gradé de l'armée camerounaise, que je ne vais pas citer. Quelques jours plus tôt, sa femme lui disait qu'elle partait en voyage d'affaires, et puis voilà. Et il apprend plus tard que sa femme, elle est partie au Congo, et que là-bas, elle est partie rencontrer un certain Bad. Je ne sais pas si il y a des Congolais qui sont connectés, je ne sais pas qui est Bad. On m'a dit que c'est voilà, quelqu'un de puissant, voilà, qui est assez riche, qui est assez fortuné au Congo. Et il apprend par la suite que son épouse est partie à la rencontre d'un certain Bad. Mais avant cette histoire, on lui dit, en fait, son supérieur lui dit qu'il y a un crime horrible qui s'est déroulé à Douala. Donc, il y a une jeune femme qui a été assassinée à Douala. Et qu'il fallait qu'il fasse partie de l'équipe qui devait enquêter, en fait. Et lui, il fallait qu'il n'aille pas avec son identité d'homme en tenue. Il fallait qu'il aille en tant que, voilà, il fallait qu'il porte une autre casquette. Et il se rend à Douala. Quand il se rend à Douala, dans les enquêtes, il fait la rencontre, les enquêtes le conduisent. Là, on est dans une enquête concernant l'assassinat d'une jeune femme en 2018. Donc, cet homme en tenue, il est parti de Yaoundé pour Douala. Et la piste le conduit sur un certain Bobda. Un certain Bobda avec qui il a rendez-vous à la station Bonjour de Bonapriso. Bobda arrive avec une culotte militaire. Il arrive avec une culotte militaire et un t-shirt blanc. Donc voilà, ils discutent, voilà, il y a une affaire, il y a des bruits qui courent, voilà, il se dit ceci, se dit cela. Donc Bobda, tout naturellement, moi je ne sais pas ce qui se passe, je suis au courant de rien, vraiment, voilà. Mais sauf que plus tard, les enquêtes avancent. Et quand les enquêtes avancent, Bobda disparaît du Cameroun. Bobda disparaît du Cameroun. Et ce que cette source m'apprend, c'est que Bobda a joui d'une immunité diplomatique. C'est ça, il a un passeport diplomatique, je ne sais pas, une immunité diplomatique, c'est ce qu'il me l'a dit. Et quand Bobda disparaît, les enquêtes mènent sur un deuxième suspect. Et ce deuxième suspect, c'est M. Abena Xavier. Abena Xavier est interpellé et écroué en prison. Et en prison, il va passer 1 an. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va passer 1 an en prison et il sera libéré plus tard. Bon, entre-temps, il se passe quoi? Il se passe que M. Xavier Abena, qui est en prison, communique régulièrement avec la femme de cet homme en tenue, qui est, comme j'ai dit tantôt, qui est dans l'armée camerounaise. Il communique constamment. Cet homme en tenue, c'est quelqu'un, je ne vais pas révéler ici là sa profession, parce qu'en révélant sa profession, voilà, ça pourrait, n'est-ce pas, l'exposer. Donc, il réussit par ces informations à établir le lien entre son épouse et Abena. Il découvre que Abena avait envoyé son épouse se prostituer au Congo chez un certain Bad dont je venais de mentionner. Et sa femme ne le lui avait pas dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, ce sont des faits et rien que des faits. Il constate que sa femme, je répète, il constate que sa femme est au Congo. Monsieur Abena, dans le réseau, a envoyé sa femme en prostitution au Congo chez un certain Bad. Il y a des Congolais là, voilà. Ils pourraient nous dire peut-être dans les commentaires qui est-ce qui est, je ne sais pas qui est Bad au Congo. Et chaque fois, monsieur Abena, en prison, envoie régulièrement des messages à son épouse et il demande son pourcentage. Oui, mais tu es là-bas, je t'ai envoyé travailler là-bas. Où est mon pourcentage? Où est mon pourcentage? Où est mon pourcentage? Donc, l'homme en tenue, qu'est-ce qu'il fait? Pour comprendre exactement ce qui se passe, il réussit à amadouiller ce Abena et il renoue les contacts. Il renoue le contact avec le fameux Bobda.
Pour la petite histoire, le monsieur, plus tard, a divorcé avec sa femme. Quand sa femme est rentrée, il a dit, écoute, je sais ce qui s'est passé, voilà, écoute, tu prends tes clics et tes claques, on se sépare. Donc, cet homme en tenue se retrouve à Douala, invité par Bobda. Écoutez très bien, cet homme en tenue se retrouve à Douala, invité par Bobda. Il va à Douala, il rencontre Bobda, et Bobda demande de l'accompagner au quartier Koto. Le quartier Koto, c'est un quartier situé à Douala. Et au quartier Koto, ils vont pour rencontrer un musulman, un homme d'affaires musulman très riche. Je ne vais pas, une fois de plus, révéler l'identité. C'est un homme d'affaires musulman riche qui vit à Koto. Donc, il accompagne Bobda au domicile de ce dernier. Et l'homme d'affaires, quand Bobda il arrive, l'homme d'affaires était en présence était en compagnie de son épouse et de ses enfants. Il fait sortir les enfants de la maison. Il fait sortir les enfants de la maison. Et les témoignages de l'homme en tenue, c'est que devant l'épouse qui était là, Bobda a sodomisé cet homme d'affaires. Ça, c'est ce que cette source me dit avec des éléments qui sont indéniables. Monsieur Bobda a sodomisé cet homme d'affaires, disons que c'était une sodomie consentante, a sodomisé cet homme devant son épouse. Et par la suite, il y a eu... Vous savez, Bobda, c'est quelqu'un de très, très... c'est quelqu'un qui, d'une seconde, il peut avoir le visage d'un ange, très poli, très gentil. Et la seconde d'après, il bascule violemment, n'est-ce pas, dans quelqu'un, n'est-ce pas, de irreconnaissable. Bobda sort son âme au domicile de cet homme d'affaires et menace de tirer sur l'homme en tenue, qui lui aussi était calibré, parce que lui aussi, il avait son flingue sur lui. Ça, ce qu'il me dit. Et dans les enquêtes qu'il menait, il a découvert que Bobda avait couché avec les épouses des personnes, des personnalités haut placées au Cameroun. Et à chaque fois que Bobda couchait ces femmes, il filmait. Bobda je vais vous donner un indice, permettez-moi quelques secondes. Vous savez que M. Bobda est... donnez-moi juste quelques petites secondes là. J'essaie de retrouver un élément que je vais vous montrer pour étayer, n'est-ce pas, mes propos. Donc, juste quelques petites secondes, le temps de retrouver cet élément. Quelques petites secondes, là. Ça arrive. Je ne vais pas vous faire attendre longtemps. Donnez-moi juste quelques secondes, là. J'essaie de voir... Est-ce que je retrouve tellement il y a de choses dans le téléphone. Donc, je ne vais pas vous faire galérer longtemps. Donc, il se passe que chaque fois que Bobda entretient, que ce soit lors des viols, que ce soit lors des relations consentantes avec des jeunes filles, avec des hommes, son domicile, ou tous les lieux où il passe, son domicile est truffé de caméras qui filment discrètement. Et ceci, n'est-ce pas, ce témoignage rejoint celui d'une victime, que j'ai relayé, n'est-ce pas, sur ma page, je crois, hier ou avant-hier, où elle disait que constamment, Bobda lui faisait parvenir des vidéos des épouses, des personnalités qu'il sodomisait et qu'il partageait avec elle sur WhatsApp. Et une fois qu'elle avait regardé la vidéo, Bobda, il supprimait. Je crois qu'il y a une capture d'écran d'ailleurs, dans ce sens-là, que j'ai publié sur cette page-là. Donc,
pour continuer, il se passe que il y a tout un réseau de proxénétisme. Alors, comment ça se passe avant d'arriver sur ce réseau de proxénétisme, de pédophilie, etc. Comment ça se passe avec Bobda? Bobda est avec lui des gorilles. Il a avec lui, n'est-ce pas, une dizaine de personnes, n'est-ce pas, qui soit sont de sa garde rapprochée, c'est-à-dire, voilà, c'est une china, comme on dit au Cameroun, c'est-à-dire des personnes qui sont à sa solde, qui sont à son service, qui sont parfois chargées d'exécuter le sale boulot. Il a ces personnes, et parmi ces personnes, il y a des hommes en tenue. Il y a des gendarmes, il y a des éléments de la garde présidentielle. Et pour la petite histoire, la femme qui avait été la femme du lieutenant-colonel que Bobda avait sodomisé et partagé la vidéo avec l'une de ses copines sur WhatsApp, c'était l'épouse d'un lieutenant-colonel qui est jusqu'à ce jour dans la garde présidentielle. Il est lieutenant-colonel de la garde présidentielle. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, on continue. Bobda, comme je le disais tantôt, il a avec lui des gens qui, voilà, c'est le président parce qu'il s'est fait surnommer président, le président Bobda. Quel est le boulot de ces gens? Il y a deux types de gens qui l'entourent. Il y a ceux qui font partie de sa garde. Et il y a ceux qui sont, en quelque sorte, ceux qui sont chargés de recruter, de lui chercher des petites filles ou de lui chercher des garçons, des hommes. Parfois, c'est un copain qui te dit, ah oui, tu sais, je vis en Russie, je vis en Chine, voilà, je fais dans les affaires, j'ai mon grand au Cameroun là, voilà, j'ai mon boss au Cameroun, tu sais, lui, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Il peut t'aider, il peut te donner un fonds de commerce pour que tu puisses, voilà, développer une activité. Donc, si tu veux, il n'y a pas de souci, je te mets en contact avec lui, tu viens avec moi, je te le présente. Donc, il y a ce type d'individus qui sont à la solde de Bobda. Et une fois, cet ami que tu vois chaque fois dans les statuts sur WhatsApp, qui est bien habillé, qui est dans des endroits, de riches, dans des endroits luxueux, c'est du m'as-tu vu, comment on appelle ça au Cameroun, c'est de l'appât qu'il jette dans l'eau pour vous pêcher. Et une fois que tu vois ces statues, n'est-ce pas, dans les endroits cossus, dans les endroits, n'est-ce pas, de luxe, dans les endroits luxueux, forcément, tu es obligé de lui dire, ah mais mon frère, comment est-ce que tu fais? Mon frère, comment est-ce que ça se passe? Et c'est ainsi qu'il te met en contact avec Bobda. Toutes ces personnes, là, cette catégorie de personnes, vont vous dire, viens, je vais te montrer chez mon boss. Voilà. Si tu as une petite activité, si tu n'as pas d'activité, c'est pas grave. Il va te donner un fonds de commerce, un petit capital. Tu pourras développer une activité. Donc, c'est ainsi que ton ami, là, il t'emmène chez Bobda. Les endroits qui sont cités, c'est la résidence familiale située à Bonapriso. C'est, à l'époque, c'est un domicile qu'il avait au quartier Bali. Un domicile qui est en location. C'est un appartement, je crois, un appartement qu'il a à Bonamoussadi. Il a à Bonamoussadi, à Denver. Et il y a également une résidence qui est indiquée du côté de Niala. C'est dans cet endroit où plusieurs de ces victimes ont, n'est-ce pas, été sodomisées à tour de rôle, sodomisées en groupe par Bobda et ses comment dirais-je, et ses démons. Donc, je continue. Donc, Bobda, comme je le disais tantôt, cette catégorie de personnes vous mettent en relation. Et il y a par exemple le témoignage de ce menuisier-là, qui, il a son ami qui vit en Russie, qui lui dit, un certain Miguel, c'est ça, qui lui dit, voilà, je peux te mettre en relation avec mon boss, voilà, tu sais, ta menuiserie, tu n'as pas grand-chose dans ton atelier, voilà, il peut te financer pour que tu puisses agrandir ton business, etc. Viens, on va chez Bobda, chez mon patron, pas chez Bobda, viens, on va chez mon patron. Donc, quand il arrive là-bas, il se passe quoi? Il est pris au piège. Il est pris au piège et il a été violé, il a été sodomisé en présence, on a cité le nom du rappeur Goku,
le rappeur Goku, qui aujourd'hui, je ne sais pas où il est passé, qui est porté disparu, qui était là, qui une fois, il a même dit, ah oui, mais tu t'agites quoi? Parce qu'il y a une victime, une fois, qui était en pleurs, qui était terrorisée, et qui se mettait à, voilà, qui était en panique, et il y a ce rappeur Goku qui lui dit, ah mais oui, mais tu cries quoi? Passe là-bas, passe là-bas. Ça, c'est les témoignages de victimes. C'est comme ça que plusieurs hommes, plusieurs femmes ont été sodomisés. Ça, c'est l'une des méthodes. La deuxième méthode, ce sont les gorilles de Bobda. Donc, Bobda rôde dans les rues. À Douala, son terrain de chasse, c'est les quartiers Bonapriso, Bonanjo. Aqua, Bonamoussadi. Ça, c'est les 4 endroits où Bobda, n'est-ce pas, sévit depuis des années, en complicité souvent, le plus souvent, avec les propriétaires des endroits qu'il fréquente. Que ce soit les restaurants, par exemple, vous avez le restaurant Le Fouquet, ils savent très bien qui il est. Il a commis des atrocités dans ces lieux-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, ça date des années. À chaque fois quand tu donnes rendez-vous à une femme, c'est là-bas. Ou à chaque fois quand tu as une femme qui vient là-bas pour, voilà, pour dîner, c'est là-bas que Bobda surgit, soit dans les toilettes quand la femme se lève pour aller aux toilettes, soit quand elle s'apprête pour rentrer. Il y a le restaurant Le Fouquet, il y a le restaurant La Maison H, bien entendu. Il y a la Villa des Roses. La Villa des Roses dont j'ai eu la confirmation que le propriétaire, c'est un proxénète qui est impliqué dans des pratiques, n'est-ce pas, de scandales sexuels de toute nature. Donc ça, c'est notre sujet, ça, c'est notre débat, nous reviendrons. Donc Bobda a sévi dans ces endroits-là de manière impunément parce que Bobda sème la terreur et il tient tout le monde au chantage. Il a des vidéos de personnalités dans lesquelles on peut apercevoir, n'est-ce pas, les épouses, qu'ils couchent, qu'ils sodomisent. Et à chaque fois, quand tu essayes de lever la tête, comme on dit au Cameroun, quand à chaque fois tu essaies, n'est-ce pas, de l'affronter, de le confronter, Bobda menace de faire publier, n'est-ce pas, ces éléments qu'il a en sa possession. Donc, l'autre méthode, c'est ils sont véhiculés et ils rôdent dans ces différentes villes à bord du véhicule. Et comment est-ce qu'ils s'approchent? Donc, souvent, ce sont ces gorilles qui, lorsqu'ils aperçoivent une femme qui est, qui est dans la rue, « Ah, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonjour. Ah oui, il y a mon patron là, vraiment. Il y a mon patron qui te trouve très belle. Voilà, il m'a demandé si, voilà, il pouvait avoir ton numéro. » Généralement, c'est comme ça que ça se passe. « Ah oui, c'est mon patron qui m'envoie. C'est mon patron qui m'envoie, qui demande que, voilà, il ne sait pas si tu as quelques secondes, voilà, il veut discuter avec toi. » Et quand la cible, parfois, devient méfiante, c'est que vous devez savoir ce que Bobda ne supporte pas qu'on lui dise non. Il ne supporte pas qu'une femme lui résiste. Il ne supporte pas qu'une femme rejette ses avances. Donc même lorsque ces gardes, ces gorilles, draguent la victime pour la séduire, pour la tirer, et lorsqu'elle se met à résister, Bobda n'attend pas que ça se termine. Il sort directement du véhicule et il vient. « Ah, tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es plus belle que qui? Une bêtise comme ça, tu vois ?» Il sort l'arme, il enlève, il te kidnappe. Il y a des témoignages, on te kidnappe, on t'enlève dans le véhicule, tu es roué de coups, tu es tabassé, tu es ligoté, tu es bâillonné, et on te conduit dans un endroit de la ville où tu ne connais pas. Et dans cette résidence-là, tu es séquestré. Tu es séquestré pendant des jours, pendant des semaines, où tu es violé à tour de rôle, où tu es sodomisé à tour de rôle par Bobda et ses éléments. Et les victimes qui ont été conduites dans ce lieu font état de ce qu'il y a à chaque fois des armes, il y a à chaque fois des tenues militaires, des tenues de l'armée camerounaise. Vous avez d'ailleurs vu une vidéo que j'ai diffusée sur cette page où la garde présidentielle du Cameroun lui rendait, n'est-ce pas, des honneurs militaires. À vos ordres de chef, à vos ordres de chef, à vos ordres de chef. Ceci, n'est-ce pas, prouve à quel point ce Bobda, n'est-ce pas, est puissant
et tient, n'est-ce pas, et tient, et est à la tête, ou du moins fait partie d'un réseau très puissant. On continue. Donc, c'est cette méthode-là. Et une fois que tu es violé, tu es sodomisé, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a les questions qui reviennent incessamment. Mais pourquoi est-ce que ces victimes ne veulent pas parler? Pourquoi est-ce que ces gens-là qui prétendent avoir été violés ne veulent pas déposer plainte? Pourquoi est-ce qu'il y a personne jusqu'à aujourd'hui qui a accepté d'assumer, c'est-à-dire son identité, en disant voilà, Bob Dama fait ceci, fait cela. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque vous êtes violé par Bobda et ses gorilles, Bobda charge toujours ces gorilles, il y a des gendarmes. Il y a toujours et toujours des gendarmes. Je répète, il y a toujours et toujours des gendarmes. Il y a également des éléments de la GP, de la garde présidentielle, qui ne s'en cachent pas. Qui ne s'en cachent pas. Donc, une fois que vous aviez été violé, ce sont ces gens que Bobda charge de vous raccompagner jusqu'à votre domicile. Certes, il y a certaines victimes, n'est-ce pas, qui ont été sodomisées, qui ont été violées et balancées dans la rue, etc. Et lorsqu'on te raccompagne à l'entrée de ton domicile, voici les mots que ces gens vous répètent, que ces gendarmes qui sont au service de Bobda te répètent. Si jamais tu parles, si jamais tu révèles quoi que ce soit, on sait que tu habites ici. On sait que tu habites ici, et même si demain, tu quittes le pays, tu quittes la ville pour aller parler ailleurs, ici, on viendra retrouver tes parents, on viendra retrouver ta soeur, on viendra retrouver ton cousin. Forcément, on viendra retrouver quelqu'un ici qui nous dira où tu te trouves. Et les victimes que, depuis 4 jours maintenant, je suis en train de relayer leur histoire, certaines de ces victimes aujourd'hui sont en exil. Elles ont fui le Cameroun parce que persécutées quotidiennement par Bobda. Ces victimes sont au Maroc, ces victimes sont en France, ces victimes sont au Canada, ces victimes sont en Guinée équatoriale, ces victimes sont au Gabon, pardon, ces victimes sont aux États-Unis, qui même étant là-bas, sont terrorisés de témoigner. Si je parle, est-ce que la maison, est-ce que notre domicile, est-ce que le domicile familial, est-ce que même vu la résidence où je prenais en location, est-ce qu'ils ne vont pas aller voir le locataire qui est là-bas pour prendre des informations? Est-ce qu'ils ne vont pas chercher à entrer avec le propriétaire, mon ancien propriétaire, pour savoir où je suis allé? C'est la terreur en fait. À chaque fois, c'est la terreur. C'est la raison pour laquelle les gens ne veulent pas témoigner, ne veulent pas déposer plainte. Il est vrai qu'il y a quelques-unes de ces victimes qui avaient déposé plainte. Je me rappelle d'ailleurs de ces victimes qui dit que après avoir été sodomisée et jetée dans la rue, elle s'est rendue à la police judiciaire de Bonanjo. Et là-bas, qu'est-ce qu'on lui a dit? Ah oui, mais voilà, vous aimez trop la vie du dehors. Vous aimez trop la vie du dehors. Rentre à la maison. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça, c'est ce que cette victime m'a dit. Et pour continuer, c'est un réseau qui est bien en place, qui est bien établi, où vos enfants que vous laissez aller dans des événements scolaires, dans des événements où des jeunes se retrouvent, c'est là-bas que vos enfants, n'est-ce pas, sont repérés par, n'est-ce pas, ces gens-là qui entretiennent tout un vaste réseau de pédophilie, de viols, etc. Alors, vous savez, hier, c'est ça, j'ai relayé le témoignage d'une certaine victime qui disait, donnez-moi quelques secondes, qui disait avoir été introduite dans ces choses-là par une certaine influenceuse camerounaise. Et quand j'ai relié cette affaire, l'influenceuse en question
a fait un post, un démenti. Il dit, ah oui, c'est pas vrai. Tout ce qu'il a raconté, c'est faux. Je ne connais rien. D'ailleurs, j'ai saisi mon avocat. Voilà, mon avocat va porter plainte parce que ce qu'un jument t'a raconté, c'est du mensonge. Ce qu'un jument t'a raconté, c'est du mensonge. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Si cette influenceuse que je sais est connectée, si elle est connectée, moi, je la conseille de porter plainte. Je la conseille de porter plainte pour ce que je vais ajouter tout de suite. Et les preuves de ce que je vais ajouter tout de suite. Cette influenceuse, bien entendu, elle fait partie du réseau de prostitution, de pédophilie, dont contrôle les Bobda. Et elle n'est pas la seule influenceuse. Toutes les grandes influenceuses du Cameroun sont citées. Je dis bien toutes. Toutes et toutes. Toutes ces femmes-là qui, en longueur de journée, vous vendent du rêve. Qui, en longueur de journée, vous exhibent un niveau de vie qu'elles n'ont pas, sont impliquées dans ce réseau de trafic de mineurs, dans ce réseau de proxénétisme. Tous ces influenceuses ont des enfants. Quand je dis des enfants, je dis des jeunes. 15 ans, 16 ans, 17 ans, qu'elles conduisent à Boya. À Boya, dans une résidence là-bas, qui s'appelle le Picking Money. Pour ceux qui nous suivent, voilà, Boya, c'est dans la région du sud-ouest, l'une des régions anglophones du Cameroun. Voilà. Et il y a une très grande résidence cossue, très luxueuse à Boya, où se passe ce qu'on appelle le Picking Money. Alors, le Picking Money, c'est quoi le Picking Money? C'est un terme en anglais, Picking Money, ramasser l'argent. Comment est-ce qu'ils font pour avoir les enfants? Comment est-ce qu'ils font pour avoir des filles? Ça passe, comme je le disais précédemment, par des concours de mannequinat, par des concours de beauté, par Bobda a, n'est-ce pas, une équipe en place qui sont chargés de repérer des cibles sur Internet, à travers Facebook, à travers Instagram, à travers TikTok. Ah oui, j'ai mon grand. Ah oui, tu sais, il y a un endroit là-bas, si tu viens là-bas, n'est-ce pas, oh, tu fais seulement une journée là-bas, tu rentres avec 750 000, tu rentres avec 500 000. Ah oui, tu sais, il y a une maison, n'est-ce pas, de vêtements là-bas à Boya, qui cherche des mannequins pour chercher des égéries, des mannequins, n'est-ce pas, des ambassadeurs de leur marque, pour promouvoir, n'est-ce pas, le vêtement. Donc, on est en train de chercher, on ne sait pas. C'est comme ça que plusieurs de vos enfants là, que chaque fois vous passez les annonces dans les réseaux sociaux, ça fait une semaine, je n'ai pas vu ma fille, ça fait 2 semaines, je n'ai pas vu ma fille. Plusieurs de vos enfants là sont à Boya. Et elles se retrouvent à Boya. Qui est-ce qui les amène à Boya? Ce sont les influenceuses camerounaises. Les influenceuses camerounaises qui étaient tout récemment en Côte d'Ivoire en train de filmer. En train de filmer la poubelle en Côte d'Ivoire. En train de filmer les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Pourtant, le Cameroun entier est un vaste bidonville. Ce sont ces influenceuses-là qui n'ont jamais dénoncé la mauvaise gouvernance au Cameroun. Qui n'ont jamais dénoncé l'absence de l'eau potable au Cameroun. Qui n'ont jamais dénoncé les injustices au Cameroun. Qui n'ont jamais dénoncé, n'est-ce pas, les violences quotidiennes dont sont victimes les femmes, les féminicides. Demandez-vous, chaque matin que vous vous réveillez, avant l'affaire de Bobda, avant cette affaire de Bobda, est-ce qu'il se passait 2 jours sans que je ne relaie le cadavre d'une jeune femme qui était retrouvée dans une ruelle, dans un caniveau, quelque part au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, quotidiennement. Est-ce que vous avez déjà vu une influenceuse, une seule fois, s'indigner? Jamais. Elles sont parties en Côte d'Ivoire pour filmer les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Elles sont incapables. Elles sont incapables de révéler ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi sont-elles incapables? Parce qu'elles sont des connivences avec les membres de ce régime satanique. Parce que c'est à ces membres de ce régime que vos enfants, qu'elle livre vos enfants. Alors, je vais prendre l'exemple, n'est-ce pas, de cette influenceuse. Son nom m'échappe et je suis obligé chaque fois d'aller sur Google parce que je n'étais pas au courant de son existence, je ne savais pas qui c'était. Donc, chaque fois, j'ai des problèmes, n'est-ce pas, de me souvenir de son nom. Cette influenceuse qui s'appelle Mourzane. Mourzane que je connais très bien, en fait. Mourzane, ne sait pas, mais elle est une fille de Bonamou Sadi. Je suis un gars de Bonamou Sadi.
Il y a beaucoup de personnes à Bouna Ousadi qui me connaissent. Donc je la connais. Elle a fait ses études au collège des lauréats, à quelques mètres du collège Bao et à quelques mètres du marché de Bouna Ousadi. Donc je la connais. À cette époque-là déjà, quand les Arafat arrivaient au Cameroun, quand comment ils s'appellent là, les artistes nigériens là, Flavor arrivaient au Cameroun, elle faisait partie des cortèges qui entretenaient des relations sexuelles avec ces gens-là. Ils se retrouvaient, n'est-ce pas, dans des appartements. Ça déjà, à cette époque-là déjà, tout le monde la connaissait pour ça. Et elle recrutait déjà les enfants d'autrui à cette époque. Et il y a un cas palpable que je vais prendre. Mais il est question de vous montrer, n'est-ce pas, l'horreur qui existe, l'abomination qui existe au Cameroun. Alors, je reviens sur ce cas du Picking Money. Où vos enfants qui disparaissent tous les jours là. Je n'ai pas vu ma fille, elle est sortie, elle est partie où? Est-ce que vous avez regardé du côté de Boya? Et ce sont ces influenceuses. Il y a ces témoignages qui reviennent. Il y a ces témoignages. Je ne vais pas citer le nom de ces grandes influenceuses parce que je suis encore en train de réunir tous mes éléments. Dès que je vais terminer avec Bobda, chacune de ces influenceuses, peu importe qui tu es, tu seras exposé. Il y a ces deux influenceuses là au Cameroun que la jeunesse aujourd'hui prend pour modèle. Qui une fois ont bagarré à Boya lors du Picking Money parce que chacune d'elles avait fait venir des petits-enfants de Douala et de Yaoundé et lors du partage d'argent, elles font venir des enfants bien entièrement qui sont sodomisés dans ces maisons-là, qui sont sodomisés, des enfants, qui sont violés dans ces maisons-là. Et quand tu acceptes de passer la nuit où tu es violé, le matin, tu te retrouves avec 500 000 francs CFA, 700 000 francs CFA. Et dans ces 500 000 francs CFA, 700 000 francs CFA, ces influenceuses-là ont un pourcentage dans cette somme qui vous est remise. Et bien évidemment, qu'elle a, n'est-ce pas, tout naturellement, des pourcentages dans ce qu'elle reçoit avec les personnes à qui elle a livré des enfants. Et ces personnes-là, ce sont des membres du gouvernement. Et il y a actuellement un fonctionnaire qui est au ministère des Finances que je vais afficher. Je prends tout mon temps. Que je vais afficher, qui faisait partie de cette soirée avec Bobda. Où il y a des enfants qui ont été violés, qui ont été sodomisés. Lui là, je vais l'afficher, qui se tient tranquille. Donc ils sont nombreux là-bas. Et on revient constamment sur le nom des Miss. Il y a le nom de 2 Miss Cameroun qui apparaissent. Qui ramènent les enfants, qui ramènent vos enfants, qui détruisent vos enfants. C'est cette vie-là que chaque fois vous amène. Elles sont dans les jets privés, elles sont, je ne sais pas moi, elles sont en France, elles sont aux États-Unis, elles sont. Vous pensez que ces pseudo-influenceuses, vous pensez que le cinéma camerounais a atteint un niveau où une actrice, parce qu'il faut savoir que la plupart, il y a beaucoup de confusion, on ne sait pas qui est actrice, on ne sait pas qui est influenceuse, mais elles se définissent tous comme influenceuses. Vous pensez qu'au Cameroun, il y a une actrice camerounaise qui touche 15 000 €, je sais pas, 15 000 $ ou 20 000 $ par, je sais pas moi, par série télévisée ou par épisode. Vous pensez que ces revenus-là lui permettent de mener la vie de luxe? Et pour les hommes influencés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des discothèques, ils ont des bars, ils ont des snacks. C'est dans ces snacks, là je parle des influenceurs des hommes, c'est dans ces snacks que vos enfants sont recrutés. C'est dans ces snacks que vos enfants sont séduits. Ah oui, tu sais, vraiment, il y a un coin chic à Limbé, on prend un Kribi le week-end, tu viens, on va là-bas, ça se passe bien, il y a les hommes, il y a les grands hommes d'affaires là-bas, tu viens, voilà, tu t'amuses, le lendemain matin, ah oui, non, tu vas là-bas, on cherche des mannequins, etc., tu arrives là-bas, on va te donner des t-shirts, des vêtements que tu vas porter, tu vas prendre quelques photos, et puis le lendemain matin, on te paie, tu t'en vas. Tu vas, vos enfants, cèdent, à cause de la misère qui sévit au Cameroun, vos enfants cèdent à la tentation. Et une fois ils arrivent à Boya ou à Limbé, il y en a certains qui reviennent, il y en a certains qui ne reviennent pas. Pour continuer, il y a le témoignage qui a été fait. Il y a 2 témoignages. Il y a un premier témoignage que j'ai relayé avant-hier sur ma page Facebook, qui indiquait qu'il y a une certaine influenceuse qui l'a, à son insu, une victime qui le disait bien entendu, à son insu l'a amené au Picking Money.
au Piki-Money à Boya. Et là-bas, elle s'est fait violer, elle s'est fait sodomiser. Et cette influenceuse-là, c'était Mourzane. Ouais, chaque fois là, j'ai des problèmes pour retenir son nom. Mourzane, qui sur Instagram se fait appeler Pierre Précieuse. Alors, quand j'ai relayé ce témoignage, elle a nié, oh, c'est pas moi, machin truc. Cette Mourzane m'a même contacté d'ailleurs, elle m'a contacté sur Instagram, elle m'a laissé un message. Ah, vraiment, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai, etc. Je lui ai répondu, ok. Et il y a eu un deuxième témoignage qui est arrivé, accablant une fois de plus, cette Mourzane, qui dit que Mourzane m'a indûment, n'est-ce pas, mis en relation avec des personnes à Boya, dans le Piki-Money, où j'ai été violé, où j'étais. Là, elle n'a pas réagi, elle n'a pas encore réagi. Elle a plutôt, ce qu'elle a fait plutôt, c'est qu'elle a restreint, n'est-ce pas, les interactions sous ses posts Instagram. Elle a désactivé les commentaires. Mais le témoignage le plus poignant que j'ai reçu concernant ces jeunes filles, je parle de l'influenceuse Mourzane qui se fait appeler Pierre Précieuse sur Instagram. Vous savez, elles ont à chaque fois les mêmes noms. Pierre Précieuse, Croqueuse de diamants, Biscuit de mer. Vous voyez, c'est les mêmes noms qui reviennent à chaque fois en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai été contacté par un petit garçon de 17 ans. Écoutez bien. Cet enfant a 17 ans. Il m'a contacté. Il m'a fourni toutes les preuves. Je dis bien toutes les preuves. Et je suis impatient que Mourzane dépose sa plainte au Cameroun pour diffamation. Je suis impatient. Et le contact a été très facile entre Mourzane et cet enfant de 17 ans parce que cet enfant aussi, il est originaire du Nord. Voilà, il est musulman. Et qui lui dit, écoute, tu as un très beau corps, est-ce que ça te dit de faire du mannequinat? Ce que tu vas faire comme mannequinat, c'est pas grand-chose. Tu vas te filmer nu. Tu vas te filmer nu et je vais envoyer ces photos aux gens, n'est-ce pas, qui ont cette structure de mannequinat où on recrute les mannequins, etc. Pour que tu fasses du mannequinat ou tu pourras aussi également faire, n'est-ce pas, promouvoir la marque. Tu pourras être égérie, n'est-ce pas, de leur marque de vêtements. Ça, c'est ce que Mourzane dit à cet enfant de 17 ans. Cet enfant s'est filmé nu. Ces photos nues, je les ai ici avec moi. Que tout naturellement, c'est un enfant, je ne vais pas publier. Donc, je vais attendre tranquillement que Mourzane dépose sa plainte au Cameroun. Et s'il y a des organisations qui défendent des enfants dans ce pays, est-ce qu'il y a des organisations qui défendent des enfants dans ce pays? Est-ce qu'il y a des organisations qui défendent les femmes dans ce pays? Voilà depuis des jours où des femmes disent qu'elles ont été violées. Elles ont été sodomisées. Elles ont été kidnappées. Elles ont été séquestrées. Il y en a même qui ont été tuées. Jusqu'à cet instant, je n'ai vu aucune organisation qui défend les droits des femmes fait une sortie pour dire qu'il y a des choses qui sont en train d'être dites. Peut-être que ce n'est pas vrai, mais nous appelons les autorités à mener, n'est-ce pas, des enquêtes sur toutes ces allégations. Je n'ai vu personne. Au contraire, j'ai vu le ministère de la Femme et de la Famille au Cameroun, un ministère qui ne sert strictement à rien, n'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, lorsque bien nomme, n'est-ce pas, quelqu'un dans un poste, un ministère, généralement, il veut récompenser son électorat communautaire. Voilà, quand il met quelqu'un dans tel ministère, c'est parce que, ok, il y a des bamilekés là qui souvent, ils ne sont pas très contents. Bon, je vais nommer un de leurs frères pour qu'il se calme. Voilà. Bon, c'est comme ça qu'il fonctionne. Dans ce ministère où il a nommé certaines Ondoa, c'est Ondoa Bena, c'est ça, elle ne sert strictement à rien au Cameroun. Tous les jours, les femmes sont violées. Tous les jours, sur cette page, je vous relaie les affaires des femmes qui sont violées, des femmes qui sont assassinées, des femmes qui sont victimes de violences conjugales, sans que cette femme ne prenne aucune, ni cette femme, ni ce qu'ils appellent au Cameroun les services sociaux. Je ne sais pas à quoi ça sert. Jamais sont prononcés. Mais par contre, je les ai vus avant-hier, en plein cœur de cette tempête de viol de femmes, d'enlèvement de femmes, de séquestration de femmes. Je les ai plutôt vus hier. Hier, faire la promotion du PAN du 8 mars. Vous comprenez à quel point ce pays
il est complètement à la ramasse. Donc, je m'adresse là à Ozan, Pierre Précieuse, de déposer plainte après ce direct. Demande à ton avocat de déposer plainte. Alors, tu as demandé à cet enfant de 17 ans, tu lui as fait croire qu'il devait se rendre à Boya, où il devait décrocher des contrats dans le mannequinat, dans, n'est-ce pas, la publicité, n'est-ce pas, des tenues vestimentaires, etc. Tu lui as demandé de se filmer nu. Cet enfant s'est filmé nu, il t'a fait parvenir des photos. Ces photos, je les ai ici avec moi. Tu as fait partir cet enfant à Boya. À Boya, cet enfant a été sodomisé. Cet enfant a été sodomisé à Boya jusqu'au matin. Est-ce que vous voyez à quel point on détruit vos enfants au Cameroun? Est-ce que vous voyez à quel point ces influenceurs, ces influenceuses-là, ces gens-là qui sont au service du diable, détruisent vos enfants au Cameroun? Cet enfant de 17 ans a été sodomisé, je répète. Et cette Ozan a reçu, je crois, il m'a parlé de, je ne sais pas, c'est 700 000, je ne sais pas, c'est 500 000 francs CFA, dans lequel elle a prélevé son pourcentage. Ozan, je sais que tu me regardes depuis le Sénégal où tu es, je sais, tu es depuis le Sénégal, tu me regardes là. Je te salue et je salue mes amis sénégalais qui sont connectés. Il y a beaucoup d'amis sénégalais, n'est-ce pas, qui m'ont écrit depuis le Sénégal et qui me disent que l'affaire de Bobda est en train de, voilà, les gens au Sénégal ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ces gars est toujours libre. Est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas un procureur qui peut se demander, mais bon, c'est vrai, il se dit des choses. Est-ce qu'on ne va pas vérifier pour voir si ce qui se dit est vrai ou faux? Donc, il y a beaucoup de Sénégalais qui m'ont écrit ces derniers jours et voilà, qui me demandaient, mais cette affaire, comment ça se passe? Et je sais qu'Ozan actuellement, elle se trouve au Sénégal. Cet enfant a été sodomisé de la nuit jusqu'au matin par ces hommes qui font partie de ces réseaux du Picking Money. Où à chaque fois on a cité des noms de beaucoup d'influenceuses. On a cité les noms des Miss Cameroun. Celles à qui les Bobda promettaient de faire d'elles des Miss Cameroun. De faire d'elles des influenceuses. De faire d'elles des personnalités au Cameroun. Elles étaient présentes. Plusieurs fois, elles ont eu à bagarrer là-bas pour de l'argent. Ah oui, non, mais c'est moi qui l'ai amené. Ah non, ça c'est mon pourcentage. Elles ont bagarré. Je ne sais pas, je vais vous donner certains indices. Il y a 2 influenceuses au Cameroun qui ne se supportent pas. Qui ne se parlent pas. Elles se regardent en chien de faïence. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette mésentente remonte depuis Boya, où elles s'étaient bagarrées pour le pourcentage, parce qu'elles avaient ramené des enfants, elles avaient ramené des jeunes filles. Et lorsqu'on leur a remis, on leur a donné le salaire, il y a eu dispute. C'est pas toi qui l'as mené, c'est moi qui le connais, non, c'est mon pourcentage. Elles se sont bagarrées là-bas. Les mêmes noms reviennent. Là, je vous parle de vos grandes influenceuses. Et je dis que quand le moment viendra, quand j'en aurai terminé avec Bobda, je vais m'attaquer aux influenceuses. Parce qu'aujourd'hui, les influenceuses, les influenceurs au Cameroun sont un outil, n'est-ce pas, d'abrutissement de la jeunesse. Pendant que notre pays se meurt, pendant que notre pays bascule dans la violence, il y a la guerre qui sévit dans une partie du Cameroun, sud-ouest, nord-ouest, où il y a des Camerounais qui sont tués, où il y a des forces de défense et de sécurité qui sont assassinés, où il y a des civils qui sont exécutés, où il y a des villages entiers qui sont rasés. Jamais elles n'ont fait un poste, pas pour condamner le gouvernement, pas pour condamner les séparatistes, pour dire voilà la situation qui prévaut dans mon pays. Nous voulons que ça s'arrête. Jamais. Jamais. Elles ont la force d'aller en Côte d'Ivoire, filmer les quartiers où il y a la poussière. Oh, en Côte d'Ivoire, il y a la poussière. Oh, n'est-ce pas, m'avait dit qu'il n'y a pas la poussière en Côte d'Ivoire. Toi, tu oses dire ça, tu oses traiter la Côte d'Ivoire. Ton pays ressemble à quoi? Le Cameroun, c'est une banlieue à ciel ouvert. À chaque fois que quelqu'un revient du Cameroun, chaque fois que j'ai discuté avec quelqu'un qui revient du Cameroun, y compris les personnes qui font partie de ce régime, ils me disent, franchement, petit frère, c'est juste qu'on est trahi par la mafia. Quand on est dans la mafia, c'est la mafia qui t'aide à payer tes factures, c'est la mafia qui te fait des promotions, hein, qui te fait en sorte que tu as des postes, que tu trouves, voilà, que tu gagnes des marchés. C'est la mafia qui nourrit tes enfants, c'est la mafia qui t'entretient. On ne peut pas trahir la mafia parce qu'on fait partie de la mafia. Si tu trahis la mafia, ça, ce sont les propos que ces gens qui font partie du système.